Bonjour à tous. Donc voici une nouvelle vidéo faite en partenariat entre le cabinet financier Orphéor et le cabinet d'avocats Landau Associés pour traiter aujourd'hui des montages contractuels qui permettent l'externalisation de la dette avec Bernard Andrieux, Orphéor. Evangelia Karametro, avocat associé au cabinet Landau. Et Eric Landau. Alors, les montages contractuels qui permettent que ce soit le secteur privé qui fasse l'investissement, qui porte donc l'emprunt qui va avec, ne sont pas nouveaux. Alors on en retrouve des traces qui remontent au Moyen-Âge, et puis chacun sait que notamment les montages concessifs ont été très nombreux dans la France de la première moitié du XXe siècle. Et puis plus récemment, il y a eu la grande vogue des contrats de partenariat au sens d'il y a une dizaine d'années, droit qui a évolué depuis. Alors à la base, on pourrait se dire, ah bah tiens, c'est pas idiot. Puis après, on va se dire, oula, oui, mais peut-être que le secteur privé emprunte à des taux d'intérêt un petit peu plus élevés que nous, collectivités publiques. Oui, sauf que, il y a, ou peut-être qu'on va se dire que les procédures en droit vont conduire à une prise de risque pendant le temps de la mise en concurrence qui n'est pas forcément compatible avec la fixation d'un taux aujourd'hui en mise en concurrence par rapport à la fixation d'un taux lorsqu'on est en maîtrise d'ouvrage public, fixation d'un taux qui se fait vraiment peu de temps avant le besoin financier et donc l'emprunt. Sauf que il y a les durées des contrats qui sont à prendre en compte et qui permettent dans certains cas qu'il soit vraiment intéressant d'externaliser la dette. Sauf qu'il y a des astuces, notamment sur la cristallisation des taux pour lesquels on a besoin de financiers comme Bernard Andrieux, mais qui in fine font gagner des sous, qui font que dans certains cas, cette externalisation est une bonne idée, puis dans d'autres cas, c'est une grosse bêtise. Tout dépend aussi de l'agilité, de la capacité de la collectivité à gérer ces contrats complexes. Et paradoxalement, souvent, ce sont les toutes petites collectivités ou les très grosses qui ne savent pas bien les gérer. Les très grosses parce qu'elles sont trop rigides, notamment en termes de gestion des cristallisations de taux, et trop petites parce que franchement, on se retrouve avec des contrats parfois très complexes, très risqué et qu'il n'est pas très facile de gérer dans une petite collectivité, contrairement à ce qui s'est fait parfois au kilomètre et avec quelques abus, par exemple dans le domaine des centres aquatiques. Mais, sauf qu'on est dans des droits qui ont évolué. Les contrats de partenariat d'autrefois n'existent plus, on a des marchés de partenariat. Sauf que tout le droit des DSP et de tout ce qui est concessif a été considérablement bouleversé il y a une grosse année. Donc ça induit aussi des changements dans la gestion financière et notamment bancaire de ces questions-là. Sur ce montage, les montages juridiques et l'état du droit aujourd'hui, la passe à Evangelia. Oui. Alors, il y a deux types de contrats qui permettent cette externalisation de la dette. Eric en a déjà parlé. Il y avait d'abord le contrat de partenariat qui s'appelle aujourd'hui marché de partenariat, mais qui était déjà qualifié de marché sous l'ancien régime, qui sont désormais donc intégrés dans l'ordonnance marché public et qui sont considérés désormais, avec leur nom officiel, comme des marchés de partenariat. Donc ce contrat-là permet l'externalisation de la dette, Bernard nous en parlera tout à l'heure, et il y a une deuxième catégorie de contrats, les concessions. Il y a eu récemment la réforme, il y a 1 an et demi maintenant, la réforme de contrat public avec donc l'instauration de 4 textes principaux. On a l'ordonnance et les décrets marché public et on intègre désormais les contrats de partenariat dans ces 2 textes sous l'appellation de marché de partenariat. Et il y a eu effectivement l'ordonnance et les décrets concessions avec donc 3 types de contrats, les concessions des travaux, les concessions des services et les concessions des services publics, les fameuses donc DSP, délégations de services publics. Dans cette catégorie, dans cette famille de contrats, il y a les concessions de travaux qui peuvent aussi être concernées effectivement par l'externalisation de la dette. Pourquoi? Parce que également dans ce type de contrat, le financement du projet s'est fait par le privé, par le concontractant privé de la personne publique qui va donc investir et qui va récupérer son argent auprès des usagers et ou auprès de la personne publique, bien évidemment, avec une subvention qui va être, enfin une subvention de guillemets bien évidemment, qui va être donnée soit au début du contrat à un certain montant, soit tout au long du contrat avec 2 parties, une subvention peut-être entre guillemets encore pour l'investissement et une subvention, ce qu'on appelle nous une compensation pour des contraintes des services publics. Pour ce
de ces deux types de contrats, on va donc échanger avec Bernard sur le financement, en commençant peut-être d'abord par les marchés de partenariat. Alors, je dirais que d'une certaine façon, et globalement, dès l'instant où il y a un besoin d'investissement, il y a une nécessité de financement. Que l'investissement soit traité en direct par la collectivité locale ou par le biais d'une externalisation, quel que soit son mode juridique, en tout état de cause, c'est bien la collectivité locale qui, in fine, paiera le coût de l'emprunt. Et donc extrêmement important qu'en amont de toutes ces négociations-là, le cadre technique soit défini, le cadre juridique soit défini, mais également le cadre financier. Et nous insistons beaucoup, et Eric et Angélia le savent bien, puisqu'on a été à l'origine des tout premiers contrats de partenariat il y a quelques années. Il est extrêmement important et intéressant pour une collectivité locale de définir dans le cahier des charges, dans son contrat de partenariat, la façon dont elle est prête à ce que le contrat s'exerce. En fait, le contrat qui est sous-jacent à un contrat de partenariat, de quelque forme que ce soit, un marché de partenariat, est extrêmement important puisque, comme tout contrat, il va permettre la mise en œuvre initiale des conditions financières du contrat, mais il devra vivre tout au long de la vie du marché de partenariat. Et comme tout contrat, il faut pouvoir soit le revoir, soit le rompre. Il est donc extrêmement important que tout ça se définisse au niveau d'un cahier des charges et que ce soit bien la collectivité locale qui soit à l'origine de cela et qu'elle garde la main dans la discussion. Eric faisait allusion tout à l'heure aux cristallisations de taux. C'est un des aspects. La cristallisation de taux, c'est le fait qu'à un moment, qui est celui de la mise en loyer du contrat, on ait défini un taux fixe qui servent de référence au calcul des échéances d'emprunt qui serviront au calcul du loyer. Or, compte tenu de l'évolution des marchés financiers, il peut être extrêmement important pour la collectivité locale de décider à quel moment cette fixation pourra être faite en amont de la date de mise en loyer. Il est donc important que, dans le cahier des charges, il y ait également un cadrage de la procédure de fixation qui soit, non pas imposé, mais qui soit largement sollicité auprès de la banque, de manière à ce que ce soit la collectivité locale qui dise à quel moment il lui paraît opportun pour elle de fixer son taux d'intérêt. J'insiste sur un autre point qui est lié à l'ensemble des investissements. C'est que le niveau de taux, ce n'est pas un taux qui choisit en valeur absolue en disant les taux montent, les taux baissent. C'est aussi un taux qui est lié à la capacité de la collectivité locale d'assumer un certain niveau de loyer. Que l'on soit dans un remboursement d'emprunt classique sur une dette qui finance un investissement classique ou soit sur un marché de travaux, la question est la même. Est-ce qu'on a la capacité de payer un certain niveau de taux, donc un certain niveau d'échéance ou de loyer? Et donc, dans tout état de cause, il faut que ces projets soient bien travaillés et que lorsqu'on est sur des investissements nouveaux ou des rénovations qui viennent à augmenter le volume ou la capacité, il faut absolument qu'il y ait des prospectives financières qui tiennent compte de cette augmentation progressive et que la dette, en parallèle, tienne compte de ces contraintes. En gros, quand nous travaillons sur ce genre de contrat, on a plusieurs choses à désamorcer. La première chose, c'est qu'évidemment, si vous négociez un emprunt en maîtrise d'ouvrage public, vous allez négocier le taux pour des dépenses dans 3 ou 6 mois, alors que ça peut être à distance de 2 ans ou 2 ans et demi quand vous êtes en lancement de marché de partenariat par rapport à certaines phases. D'où l'importance de négocier des cristallisations de taux différés. Sinon, les banquiers vont se rassurer en vous prenant une couverture de risque qui va être énorme et qui va vous coûter très cher. Deuxième chose, c'est un peu comme un leasing, c'est un peu comme une opération de leasing, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le privé va porter l'investissement pendant la durée du contrat, ça peut dans certains cas vous coûter moins cher, surtout si le contrat a une durée plus longue que les taux durée d'emprunt habituels, de type je construis un bâtiment sur 30 ans, je peux faire un contrat sur 30 ans, je serais content d'étaler ma dette sur 30 ans, mais quand j'emprunte c'est que sur 20 ans. Ah tiens, le marché de partenariat concession peut devenir à ce moment-là intéressant, sous un certain nombre de réserves, notamment de rassurer la banque sur ce qui se passe en cas de faillite de son concontractant. Et là, il y a un tridème entre la collectivité, le financier et le juriste pour travailler ce genre de choses. C'est déterminant. Alors pas pour être gentil avec les banquiers, mais pour mieux négocier des taux bas, bien sûr. Bon. Et puis, il y a toute une série d'éléments de performance, parce qu'en même temps, il y a des avantages à ce que ce soit le privé qui porte l'investissement. Si la qualité, je pense au crématorium par exemple, si la qualité de l'entretien quotidien influe énormément sur l'investissement, alors dans ces cas, les montages contractuels qui font que celui qui porte l'investissement et celui qui devra faire l'exploitation et l'entretien ne sont pas idiots. Dans certains cas, une scission investissement-fonctionnement est facile à faire, dans d'autres cas, elle est réellement un blocage majeur. Et donc, on a dans ces cas-là besoin en amont, puis ensuite dans la passation, de travailler pour obtenir réellement des taux bas lors de ce genre de montage.
Et toute l'histoire, par exemple, des grandes concessions des contrats de partenariat prouve que, en général, il est usuel de dire c'est génial ou au contraire c'est une grosse bêtise. Non, ça dépend au cas par cas de votre capacité financière, de vos taux d'endettement, de vos notations financières et du point de savoir si vos agences de notation vont intégrer ou pas cette externalisation de dette. C'est plus ou moins variable, ça dépend de comment c'est fait. Ça va dépendre, de plus en plus. Ça va dépendre aussi, encore une fois, du service public en question et de la durée d'amortissement du bien. Donc vraiment, il n'y a pas à avoir de position dogmatique pour ou contre. Ça dépend du service public. On a des clients parfois qui sont vraiment des adeptes de la régie avec tous les mérites de la régie et qui ont parfois décidé, par exemple, de faire un montage concessif. Par exemple, un jour, ça nous est arrivé pour une patinoire en raison de ce qu'est la gestion d'une patinoire, notamment avec les comités d'entreprise, le type de personnel, etc. Ils ont estimé que eux qui étaient des parties dans la régie, dans le cas d'une gestion de patinoire avec beaucoup de travail en comité d'entreprise ou en fête et cérémonie, eh ben c'était le bon montage. Très bien. Et dans ce cas-là, ils avaient été obligés de se colter avec ce genre de difficultés qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui et auxquelles ils n'étaient pas accoutumés. Sauf que ça nécessite un gros travail de finance bancaire. Tu as évoqué certains aspects sur les contrats d'emprunt et donc l'équilibre général entre les parties qui est essentiel. C'est absolument essentiel. C'est qu'effectivement, il faut que tout le monde s'y retrouve. Comme in fine la collectivité locale qui va bien payer l'emprunt, il faut aussi qu'à un moment ou à un autre, en dehors des clauses de revoyure technique, il faut qu'il y ait la possibilité de remettre en cause le contrat existant. Et de la même manière que l'on parle souvent de réaménagement, de rachat de crédit, il faut que d'une certaine façon, ce contrat financier puisse vivre avec le temps. En l'espace de 10, 15, 20 ou 30 ans, selon la durée du montage, l'évolution exogène, l'évolution de ce qui se passe dans les marchés financiers peut être assez différente, de même que la vie d'une collectivité locale, ou tout au moins de l'économie liée à ce projet peut être un peu différente. Donc, il faut que les éléments financiers de remise en cause de l'équilibre du contrat soient prévus au contrat et qu'on soit en capacité, que la collectivité locale soit en capacité de les déterminer en amont pour savoir effectivement si elle a la capacité ou la volonté de les exercer. Est-ce que tu as le même conseil à formuler lorsque nous sommes dans des montages concessifs, qu'on soit oui. en DSP ou autre, je pense aux concessions de travaux. D'une manière générale, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout contrat, quel qu'il soit, que ce soit un contrat de mariage, que ce soit un contrat passé avec un tiers, tous les contrats doivent pouvoir être rompus ou remis en cause. Donc tous les éléments ou le maximum d'éléments de ces contrats doivent être intégrés dans la discussion. Et tout se discute. Au début, il est difficile de remettre en cause. Pour vous faire sourire, un contrat de travail, tout ce qui n'a pas été défini au moment du contrat et de la signature est extrêmement difficile à remettre en cause. C'est encore pire avec un contrat bancaire. Exactement. Ce qui est difficile parfois, c'est de faire passer ce message-là auprès de la contrepartie privée, qui a envie de garder un tout petit peu la main. Et on se retrouve parfois avec une ambiguïté du privé qui dit « j'ai déjà eu du mal à trouver des banquiers » et qui surtout n'a pas envie de se bagarrer avec des banquiers qui sont aussi les siens au titre de son entreprise. Donc il faut toujours trouver cet équilibre, cette intelligence entre ce qui est bon pour la collectivité locale, bon pour l'opérateur et bon pour la banque. Et ça suppose effectivement de bien connaître toutes les parties, notamment les exigences de la banque. Tu citais tout à l'heure la question du risque. Il est extrêmement essentiel de pouvoir montrer à une banque que le risque est un bon risque et que ce que l'on va emprunter dans 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans, on est en capacité de le rembourser. Oui. Or, ce que veut une banque, c'est qu'on lui rembourse en temps et en heure ce qu'on lui doit, que ce soit sous la forme d'une échéance d'emprunt ou sous la forme d'un loyer. Et de ce point de vue-là, nous, chaque fois qu'on a travaillé ensemble, eu des difficultés parce qu'on ne gère pas la même chose selon qu'on est en marché de partenariat, autrefois contrat de partenariat, avec l'avantage que, comme on est en procédure marché, c'est nous qui fixons les règles, vous voyez, et ça évite la discussion où l'établissement financier va essayer de faire son malin. Non, il a accepté de répondre, il répond et il respecte nos règles. Les auditions de marché de partenariat peuvent être assez intéressantes de ce point de vue-là, plus intéressantes que ce qu'on pourrait croire. En concession, on est en liberté de négociation, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients aussi, mais surtout, on n'aura pas la même discussion, et on l'a tous les trois vécu, selon que l'on aura un tandem entre l'exploitant ou constructeur-exploitant et l'établissement financier directement, ou selon si on est sur des bases de cession d'AI ou autre. Parce que là, pour le coup, la discussion, la création de taux, les garanties qu'on peut donner à l'établissement bancaire ne sont pas les mêmes. Évidemment, on ne peut pas imposer un type de groupement au moment de la mise en concurrence. Ce qui est assez amusant, on l'a vécu ensemble, c'est qu'effectivement, vous qui nous écoutez, pensez que c'est toujours plus compliqué quand il y a un tiers et qu'on a peu d'influence sur la banque. Or, nous avons vécu des auditions, comme tu le disais tout à l'heure, où nous avons pu démontrer auprès de nos clients, collectivités locales, qu'effectivement la façon dont on titillait
les partenaires bancaires était absolument essentiel et on arrivait à partir du moment où on leur demande des choses qui sont faisables, possibles. Il ne s'agit pas de leur demander des choses absolument incroyables, mais dès l'instant où on leur demande des choses qui sont dans le cadre de ce qu'ils sont capables de mettre en œuvre, à ce moment-là, on est assez respecté et ils nous écoutent. On ne traite pas la partie financière comme étant un pis-aller. On la traite comme un élément indispensable du tout. Pour faire référence à ce marché qui nous a beaucoup occupés, on a fait des ateliers de négociation, avec un atelier juridique, un atelier technique, un atelier financier, et avec l'absence de droit de se parler entre les partenaires privés. C'est nous qui, du côté maîtrise d'œuvre, gardions la main, et du coup, on a négocié le meilleur contrat technique, le meilleur contrat juridique et le meilleur contrat financier avec une économie colossale. Et le client était assez bluffé au bout du compte. Mais ça nous est arrivé à plusieurs reprises sur des contrats qu'on a fait ensemble ou parfois séparément. Mais en revanche, on est bien d'accord, ce genre de montage contractuel peut aboutir parfois au pire. Notamment, on a eu le cas classique de beaucoup de petits centres aquatiques où des bureaux d'études vendaient le montage d'un contrat de partenariat pour l'investissement avec un affermage ensuite pour l'exploitation. L'argument, on serait sur une très grosse collectivité, pourquoi pas ? Parce qu'on a 2 équipes distinctes et qu'après tout, on est très content de pouvoir tous les 5 ans changer de fermier. Quand je suis une petite communauté de communes, le simple fait que j'ai une équipe pour l'investissement et que ça soit attribué à telle boîte, on a sur ces centres aquatiques une petite collectivité une fois qu'elle a attribué l'investissement à une équipe, y compris l'entretien pendant 30 ans ou 20 ans. Est-ce que vous croyez réellement que les DSP futures vont être ouvertes, sachant qu'il y a une équipe dont le nom commence par qui a déjà une équipe sur place, donc évidemment qu'ils vont être favorisés. Deuxième chose, je gère un centre aquatique immense et je m'appelle Lyon, Paris ou Marseille. Le coût de 2 mises en concurrence sur un truc qui se compte en millions, c'est bon quoi. Je suis une communauté de communes de 15 000 habitants dans un territoire pauvre, j'ai un centre aquatique et c'est déjà un tout petit peu du luxe pour moi. Est-ce qu'il est raisonnable de me taper d'avoir à dépenser, voulais-je dire, 2 mises en concurrence qui vont me coûter, au lieu de me coûter une fois 15 ou 20 000 euros, vont me coûter une fois 15 ou 20 000 euros à chaque affermage, plus l'AMO sur le contrat de partenariat qui va me coûter au moins 30 000 euros. Bah non. Ce qui est une grosse dépense pour une petite collectivité sera une petite dépense pour une grosse collectivité au regard des sommes en jeu. Et donc dans ces cas-là, et en plus on demande du coup à des petites communautés de gérer une cristallisation de taux avec une grande réactivité sur l'évolution des taux à chaque tranche de travaux. En général, on se retrouve dépassé. Bref, ce qui est un bon montage dans un cas ne l'est pas dans un autre. Ça dépend de votre taux d'endettement, ça dépend de votre taille, ça dépend du dossier dont il est question, ça dépend du lien entre investissement et fonctionnement. C'est considérable. Il y a donc besoin de faire une étude en amont. Et puis ensuite, quand on est en passation, nous on a un problème. On trouve toujours logique de faire appel à un financier connaissant la matière et sachant combien coûte une piscine, une usine d'ordinateur ménagère ou que sais-je encore. Bien sûr, en général, c'est pas le même financier qui s'y connaît en finance bancaire et c'est pas le même métier. Et alors que les sommes en jeu que l'on peut perdre ou gagner à cette occasion-là sont considérables, simplement ça se voit moins. C'est un point. Il y a un autre sujet, c'est qu'il y a d'autres montages qui peuvent conduire à des externalisations. Ce peut être le bail amphithéotique dans certains cas. On va parfois me parler de bail à construction. Ce sont des ventes à l'état futur d'achèvement pour prendre un montage alors qui est pour le coup très différent. Oula. Ce sont en réalité des montages aujourd'hui très différents qui ne sont pas à mettre dans la même besace ni juridique ni financière. Nous ferons notre vidéo sur ces sujets-là, mais retenez que ceux qui disent « mais pourquoi vous embêtez-vous, cher ami, à faire un marché de partenariat ou une concession, vous pouvez le faire en VFA ». Eh ben non, en VFA, il faut que vous ayez un projet privé et vous prenez juste un lot, il ne faut pas que vous ayez des demandes telles que ça sera qualifié en marché public. Quant au bail amphithéotique administratif, il ne peut plus aujourd'hui correspondre aux besoins de la collectivité pour ses besoins propres, n'est-ce pas Evangelia ? Exactement. En fait, le BEA aujourd'hui ne peut plus être utilisé pour faire construire pour une collectivité quelque chose, pour avoir un marché. On ne peut pas le faire comme avant. Vous savez, on faisait un bail amphithéotique administratif et puis on commandait des travaux finalement dans ce bail et avec une convention non détachable, ce bâtiment, ce qu'on construisait, cet équipement revenait à la collectivité en location. Alors, ce montage n'est plus utilisable aujourd'hui. C'est ça qu'il faut
absolument retenir, et puis on fera des vidéos spécifiques là-dessus, c'est que désormais, vous devez faire soit un marché de travaux classique, sous maîtrise d'ouvrage public, soit un marché de partenariat, soit d'autres marchés globaux, mais vous ne pouvez plus utiliser aujourd'hui les BEA pour commander des travaux. Voilà. Alors, il y a des domaines où vous avez des possibilités spécifiques, c'est un montage classique pour certains édifices cultuels. Ce fut longtemps, et ça peut être encore dans certains cas, pour des établissements, pour des besoins qui ne sont pas les vôtres, qui sont ceux d'hôtels de police, de gendarmerie, des choses comme ça. Exactement. Ce sont des cas spécifiques, pas prison, pas pour vous. Et quand vous le faites, on est dans des montages vraiment bien particuliers. Attention, donc, il y a besoin dans tous ces domaines-là de sortir de dogmes quasiment religieux pour ou contre l'externalisation de la dette, pour ou contre tel ou tel. Ça dépend de vous, ça dépend du service public, ça dépend du niveau de contrôle, ça dépend du degré d'évolutivité que vous attendez à avoir dans le service public en question. Parce que si on fait un contrat de longue durée, mais qui est rigide, et que dans 20 ans on pense que les données de gestion de ce service auront été bouleversées, peut-être que c'est une mauvaise idée. À voir au cas par cas. Et ça s'étudie, et de grâce, ça s'étudie avec des consultants indépendants des groupes privés. Et non, on ne peut pas être consultant à 28 ans en étant à la fois le meilleur ingénieur du secteur, le meilleur financier et le meilleur juriste. Dans la vie réelle, les moutons à 5 pattes n'existent que fort peu, même s'ils ont du coup l'avantage de prétendre être moins chers. C'est extrêmement important, on regarde les sommes en jeu, c'est considérablement un élément majeur des décisions publiques. J'ajouterais deux éléments, c'est qu'il ne faut pas non plus attendre le dernier moment pour négocier ce qu'on peut négocier avec une banque, c'est trop tard. Il nous arrive extrêmement souvent d'être appelé pour la fixation de taux. La fixation de taux aussi, il s'agit simplement de dire que le taux proposé par la banque est bon, c'est assez facile et assez banal. Et on n'a absolument rien traité, rien fait, si ce n'est vérifier quelque chose qui est dans le contrat, qui a été souhaité par la banque. Donc la collectivité locale n'a absolument pas gardé la maîtrise des choses. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Eric à l'instant, c'est vrai que la notion d'indépendance est extrêmement importante. Si vous avez des cabinets qui sont des cabinets pluridisciplinaires, qui ont une partie privée, une partie publique, ils ont beaucoup de mal à rentrer en négociation avec les banques, puisque ces banques sont aussi parfois des clients de la partie du commissariat aux comptes, ou d'expertise comptable. Et donc, ils sont dans une situation très délicate, et donc ils ne travaillent absolument pas sur ces sujets-là, considérant que finalement, la banque a la bonne réponse à la question. Et on arrive à des situations qui sont assez catastrophiques, malheureusement. Et quand on nous appelle pour revoir des contrats existants, on s'aperçoit que les contrats sont ficelés de telle manière qu'il n'y a même pas de clause de revoyure dans certains. Je ne parle pas de clause de revoyure technique, ça, ce serait déjà le minimum, mais pas de clause de revoyure financière. Rien n'est préparé, donc ce sont des contrats qui sont totalement à l'avantage, souvent des banques, parfois des partenaires. Mais c'est un tout petit peu dommage, alors qu'on a la possibilité, en prenant un peu de temps en amont, d'envisager tout ce qui pourrait se faire. Une évolution technique, tout le monde y pense. On a des techniques qui évoluent avec le temps. Donc, la finance, c'est pareil. Exactement. Donc, si on veut vous donner deux ou trois bons conseils pour finir peut-être cette vidéo, c'est de vous dire que on peut négocier avec les banques, contrairement peut-être à des idées reçues que les gens peuvent avoir. On n'est pas obligé d'accepter l'offre de la banque telle qu'elle est proposée au départ. On peut, et donc c'est pour ça qu'il faut faire appel à des gens spécialisés qui savent négocier, qui savent parler la même langue peut-être que les banques, et surtout introduire dans le contrat des clauses très précises qui peuvent pas forcément prévoir l'avenir parce qu'on n'a pas une boule de cristal pour le prévoir, mais mettre, si vous voulez, les jalons de ce qui va peut-être être l'avenir, l'envisager dans le contrat, qu'il peut y avoir de bouleversements, et donc du coup, avoir des clauses spécifiques qui peuvent donner l'avantage à la collectivité de rebondir en cas d'imprévu et de négocier donc l'avenir avec beaucoup de sérénité. Merci à tous et à bientôt. Merci. Merci. Au revoir.